Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour la vidéo achat et lecture manga de février 2021. On a 9 tomes dont on doit parler. C'est rigolo parce qu'on avait 3 par semaine, à chaque fois 2 le mercredi, 1 le jeudi. C'est rigolo parce que l'épisode sort 2 jours après la deuxième partie des sorties de janvier, qui est elle-même sortie un mois avant la première partie. Après. C'est drôle ce jeu sur le temps qui est un peu étrange. Et en plus c'est pratique parce que j'ai tout lu en 2 jours, donc ça devrait être assez frais. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a quand même 93% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Et à me partager vos avis sur cet homme, ou sur ce que vous avez lu vous, histoire que je découvre de nouvelles œuvres. Allez, on commence sans plus tarder. Premier tome. On commence par le tome 7 de The Quintessential Quintuplets. Et ça fait très franchement le café. C'est original comme lecture par rapport à ce que je lis d'habitude, vu que souvent c'est très psychologique dans le sens assez sombre, ou alors plus combatif mais avec des développements de personnages. Et là c'est vraiment de la pure rom-com, comme on n'en fait plus. Ça va faire de la con. On a les choses qui bougent beaucoup. Je pensais que la fin de la première partie était à la fin du tome précédent, mais finalement je dirais qu'elle est plus à la fin de celui-ci. En effet, les filles ont pris un peu plus d'autonomie en choisissant elles-mêmes leur appartement pour pouvoir garder Futaro comme professeur. Et donc on a pas mal de choses par rapport à ça, comme une confrontation directe, assez rapide, mais directe avec le père. Et donc c'est important pour se créer en tant que personnage, confronter le père. C'est un passage essentiel. Et réussi ici. Les émotions sont à vif. C'est Ichika, comme on voit sur la couverture, qui raque un peu pour ses sœurs actuellement, parce que c'est elle qui doit... celle qui s'oblige à subvenir à tous leurs besoins. C'est-à-dire que l'appartement coûte pas trop cher et ils ont pas... et ils se limitent au niveau des achats, mais c'est quand même Ichika qui rapporte tout l'argent avec son métier d'actrice. Donc elle doit allier actrice, étudiante et sœur, grande sœur. Donc gérer les trois, c'est compliqué, et pourtant elle le fait d'une main de maître, et donc ça dépend en plus. J'ai jamais été un grand fan d'Ichika jusqu'ici, et là, ça dépend bonus le fait qu'elle soit aussi forte, aussi sûre d'elle, et qu'on puisse compter sur elle. Et derrière ça, tout le monde était motivé pour garder ses méthodes, donc d'avoir des bons résultats aux derniers examens. Et pour ça, on suit des chapitres découpés de manière super intéressante. C'est-à-dire qu'on a 5 chapitres, et comme vous avez bien fait calculer rapidement parce que vous êtes un peu malin, 5 chapitres sur chaque sœur, on suit le chapitre de chaque sœur petit à petit. Mais Neji Aruba a la bonne idée de ne pas faire ça de manière chronologique. Donc il y a des histoires qui se passent avant, d'autres qui se passent pendant, et des éléments qu'on comprend pas dans une histoire et qu'on comprend dans une autre histoire. Et c'est très intéressant de faire comme ça. D'autant plus que le final est le même, mais les raisons qui poussent le personnage à réussir son diplôme et les objectifs qu'il se fixe avec sont très différents en lien avec les histoires qu'il a eues jusqu'ici et avec leur caractère. Et ça fonctionne très bien. Évidemment, maintenant, les sentiments sont de plus en plus à vif parce que le côté prof-élève commence plus ou moins à s'effacer. Et du coup, si le côté prof-élève disparaît, ça va être quoi? Ami? Ça va être fille-garçon. Et donc là, les sentiments vont s'échauffer et on va partir sur une deuxième partie bien intéressante, comme le laisse promettre la fin du tome, qui évidemment sera assez vite effacée parce qu'il y a la moto, donc voilà. Mais un gros coup de fraîcheur dans mon cœur. C'est le Daily Sins, tome 41, la fin du manga. Pauvre petit sur les Sims. Et pourtant, pauvre même pas, parce que la fin fonctionne très bien. On a un arc assez rapide qui met Merlin et Arthur en avant, et ça fait plaisir, parce que Arthur a été mis sur la touche quelques temps quand même au niveau de la dernière partie, et Merlin a jamais eu grand chose pour nous mettre sous la dent. Et on comprend pourquoi, parce que son objectif était un peu grand, et elle avait un peu besoin de beaucoup de choses pour le réaliser, et donc c'est pour ça que c'est une sorte d'échange équivalent, elle servait les Daily Sins, et les Daily Sins lui servaient. Et son objectif peut paraître assez égoïste, mais c'est qu'elle en a besoin, elle est comme ça, et c'est pas de souci. Évidemment, les Sims finissent par le comprendre, surtout grâce à Gouter, que j'aime de plus en plus, surtout depuis qu'il a développé ses sentiments. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est les deux grosses surprises dans ce volume. Déjà, l'identité de l'ennemi final, qui est insondable quand tu découvres le manga, et surtout la façon dont il apparaît. C'est-à-dire que tu vois le personnage, et du coup, il se met à attaquer alors que tu t'attends pas vraiment, et c'est superbement trouvé. Et le deuxième consiste à la première fin de leur combat, qui était particulière, qui va vers la solitude, mais pas dans le cœur, parce que ça ne change pas ce qu'on a dans le cœur au niveau des amis.
Ça, c'est convenu, mais c'est beau, et ça fonctionnait comme fin. Mais ce n'est pas la vraie fin. On a un superbe piège de la part de Arthur qui prend son pouvoir, car l'important n'est pas le pouvoir, mais ce qu'on en fait. Et voilà, donc on a une fin qui tout est bien, qui finit bien, et une ouverture derrière en 3 chapitres, où on suit plein de personnages différents, on voit ce qu'ils sont devenus, on voit des femmes enceintes, on voit un enfant, on apprend une super nouvelle sur Nanashi, alors que c'est une ancienne déesse, mais qu'est-ce que qu'on en fasse de sa formation. On assiste à la naissance ou la renaissance de 3 différents pays. Une du coup avec Arthur forcément et ses nouveaux pouvoirs, une avec Lyonesse, qui change un petit peu, et une nouvelle assez inattendue avec Death Pierce, parce que celui-ci déteste les anges, déteste les démons, alors, vu l'état de Lyonesse actuellement, il préférait partir créer son propre pays, à Édimbourg, et ça, c'est beau. Bref, ensuite on a une ouverture sur une suite, avec le fils de Meliodas et d'Elisabeth, qui a eu du mal à comprendre qu'il était vraiment des Soleil Sins, et qui souhaite maintenant en devenir un. Ce qui va être compliqué, vu que la prochaine série c'est Cake et l'Apocalypse, et donc c'est Cake et l'Apocalypse, et c'est des Seven Sins, c'est pas la même chose je suppose, même si dans le fond, c'est aussi la même famille. Bref, l'avenir s'annonce immense pour la suite, et j'étais très content d'avoir suivi ce voyage aux côtés de Meliodas et Elisabeth. Vigilante, My Hero Academia, Illegals, tome 10, toujours plus long, le titre. Le spin-off de My Hero Academia est toujours un bon plaisir pour moi, il n'y a pas photo. Ce tome se concentre sur assez peu de choses différentes au final, mais au vu des choses qu'il y a, c'est bien normal qu'on prenne du temps pour le faire, parce qu'on a Pop Step qui a été plutôt mise en danger à la fin du volume précédent, parce qu'il avait trop confiance et qu'il était perdu. Et justement, le fait qu'elle soit perdue, on le ressent vraiment au niveau des chansons qu'elle fait en tant que méchante. Il laisse bien parler son cœur, et c'est touchant. Et également, c'est quand elle pense aux différents chemins qu'elle peut emprunter pour la suite, et qu'elle se dit qu'elle ne pourra plus, à cause du choix qu'elle a fait là, comme on voit sur la couverture. Ensuite, on a rapidement des personnages qu'on connaît déjà dans la série principale, avec Underbow, qu'on voit sur la couverture, et qui n'apporte pas grand chose, parce que ben, le Underbow intéressant, c'est celui qui se remet en question, pas celui qui est juste agressif avec tout le monde pour rien. Donc ben, je suis content de le voir, mais c'était comme ça au début de la série, donc ça ne change pas grand chose pour nous. Il est là. Et on voit aussi un grand méchant, il vient là 2 secondes, mais qui est là. Oui, bon, comme ça, je suis pas très positif sur les anciens personnages, mais c'est pas grave. Parce que moi, c'est pour l'univers que je veux, pas pour la genèse de ceux qu'on connaît. D'autant plus que ça apporte pas grand chose en plus. Par contre, je retiens Compass Kid, un héros qu'on voit dans ce tome, et je comprends qu'on voit plus dans la suite, parce qu'il était tout à fait naïf, et il était juste là pour sa famille. Sauf qu'il n'a pas été jugé comme étant un vrai héros par celui qui l'accompagnait, et malheureusement, bah, face à lui, il pouvait pas faire grand chose, et c'était très triste. Genre, c'était tout simple, très doux, et en même temps très dur. Je suis touché par cette petite histoire. Tout ça est porté par Koichi, qui est un vrai héros, comme le laisse sous-entendre Knuckle de Swords dans la lettre qu'il lui laisse. Alors que bah, comme ça, il paye pas de mine, tu vois. Mais il a le caractère et la bonté qu'il faut. Et donc c'est un vrai héros. Et ça se voit, hein, parce qu'il s'entraîne comme un malade alors qu'il était bien blessé. Et il essaye de tout son cœur de sauver Pop Step, alors que tout le monde veut juste la tuer car elle est trop dangereuse. Et lui, il est là, il passe au milieu de tout le monde, il est en danger lui aussi, et il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour la sauver. Mais évidemment, bien seulement situation finale, sinon sa victoire n'aurait aucun. Sinon sa victoire n'aurait aucune saveur. Orient, Samurai Quest, tome 6. C'est fou, le potentiel est toujours là, toujours présent, toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Mais il manque toujours la petite flamme qui fait que la série, elle me parle vraiment, tu vois. Parce qu'on a d'autres héros qui suivent leur bonhomme de chemin, et qui essayent d'en apprendre plus sur l'histoire de Kojiro. Et pour ce faire, ils vont croiser la route de la petite princesse qu'on voit ici, qui apporte pas grand chose sur le coup, sans doute une alliée potentielle plutôt puissante, future.
Il y a trop de qualificatifs là. Mais surtout un petit caractère pas mal, qui est la timidité. Bref, il découvre aussi le monde avec un Oni qui va être plutôt compliqué à affronter, hein, on va pas se le cacher, et qui va quand même plutôt falloir affronter rapidement, sinon c'est bien la mort. Ça... Une petite évolution d'intrigue, bonne idée ça. Et ensuite ils arrivent dans un énorme regroupement de clans qui souhaitent affronter un gros monstre tous ensemble. Et évidemment, on découvre les personnages importants de tout ceci, dont un qu'on connaissait. Et bah ça se passe mal, l'entente avec notre petit groupe. Donc ils se font assez vite mettre à l'amende, car ils n'ont pas de lien officiel, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas de force, ils n'ont rien. Et finalement, grâce à une petite discussion et à quelques petites aides bonus, ils arrivent à s'en sortir et à faire partie des unités. Il ne reste plus qu'à s'affirmer dans celle-ci et à récupérer un peu de pouvoir pour éviter de juste être écrasé par les autres clans, pourquoi pas. Parce que le but est de pouvoir discuter avec les gens et d'apprendre plus de choses sur le passé du père de Kojiro. Donc voilà. Le potentiel est là. La ressource de cette arc est assez longue, assez dense, vu le nombre de personnages qu'il y a et vu tout ce qu'il y a à traiter. Mais en même temps, on nous place le groupe d'antagonistes, et les groupes d'antagonistes c'est classe, comme le montre la Katsuki, la 7 Grand Corsaire, la Brigade Fantôme, et tutti quanti. Puisque le groupe d'Obsidienne n'est pas constitué que du monsieur qu'ils ont affronté pendant 2 tomes précédemment. Donc pourquoi pas. Ce n'est pas la lecture pour laquelle je me taperai le cul par terre, poésie bonjour, mais ça reste très lisible et plein de potentiel pour la suite. The Promised Neverland, tome 18. Le précédent m'avait un peu laissé sur ma faim, car tous les côtés démoniaques étaient très intéressants, et les côtés humains moins, car tout était trop facile, trop calme. Parce que tout était pour ce tome, ça rattrape pas tout, mais ça rattrape. En effet, il y a enfin la confrontation entre Emma, Ray et Norman, parce que le petit boss essaye de tout porter sur ses épaules depuis belle lurette, alors que il fait ça de façade, il n'en a pas envie, il est malade, il fait ça pour les autres. Il sait qu'il y a d'autres idées, mais une fois qu'il a lancé, maintenant c'est trop tard. Il est juste coincé de toutes parts et obligé de porter un poids bien trop lourd pour lui. Et heureusement, il a 2 oreilles attentives qui sont là pour l'aider. Et donc ça, c'est une partie agréable. La fin de l'arc démoniaque, qui n'était pas vraiment terminée, est aussi réussie. Parce qu'il y a un propos assez intéressant sur l'utilité de la chasse et le fait de manger. Vu que la reine Lagra Valima est confrontée à Sanju et Musica. Et on apprend plus une histoire qui les lie et qui permet de les faire exister et tout ça. C'est très fonctionnel, encore une fois. C'est pas une fin grandiloquente pour la reine, mais c'est mérité et justifié avec sa façon de penser et la bien-pensance de celle de nos héros. Et après, c'est à ce moment-là que je trouve ça gênant. C'est-à-dire que chaque petite pièce qui aurait pu mal tourner permet de tout débloquer pour la suite. Genre, parce qu'Adam s'en est pas sorti, il pouvait avoir un remède pour tous ceux de lambda. Bref, j'ai pas d'exemple en tête tout de suite parce que je suis fatigué, mais en soi, ce que je veux dire, c'est que chaque problème s'arrive plutôt facilement, mais c'est justifié parce qu'ils ont fait les bons choix au bon moment avant les élèves. On n'a pas senti une quelconque difficulté, ni le fait que c'est le bon choix, mais c'est justifié et donc ça fonctionne. Voilà. Et le tome se conclut par le boss qui comprend enfin que il a beau être faible et qu'il doit le montrer, c'est ensemble qu'ils sont puissants et qu'ils réussiront les choses. Et on a un lieu très intéressant pour le final, qui se rapproche donc avec les 2 prochains volumes. Donc je demande à voir. Parce que le tome précédent était mi-figue, mi-raisin. Et là on est 3 quarts figue, 1 quart raisin, donc c'est mieux. Hâte que ce soit full figue pour les 2 derniers. Spy X Family, tome 3. Je déplorais l'état de Yor, qui n'était pas forcément des plus passionnantes jusqu'ici, parce qu'elle n'avait pas grand chose à offrir. Et là, certes, c'est par le biais de son frère, mais elle a
une relation, elle a des sentiments, elle a des rebondissements, donc tout de suite elle parle plus. C'est encore loin d'égaler Anya ou Twilight, mais c'est mieux. En plus, avec le petit chapitre bonus à la fin qui est centré sur son cul, parce qu'il y avait une blessure à la fesse, eh ben ça fonctionne aussi. J'ai adoré le passage avec le frère parce que l'humour et les quiproquos sont au rendez-vous. On a quand même 3 mensonges, encore une fois, qui se rencontrent, dont un qui tombe assez vite, parce que Twilight n'est pas la moitié d'un con. J'adore cette expression. Je pense que ce trio de relations va assez vite évoluer au vu de la difficulté à cacher le fait qu'ils sont pas vraiment en couple, au vu des secrets que cache le frère, au vu du fait que la Yor ne connaisse pas les secrets, comme le test après Twilight, qui ne lui fait pas confiance, malheureusement. Même lui, ça le dégoûte un petit peu, parce que finalement, ben, il aime bien cette famille. Malheureusement, parce que ben, les sentiments ne sont pas censés être là dans une mission d'espionnage comme ça. Mais c'est pas grave. Après, on a Anya, notre même lady la plus parfaite. Parce que ses têtes, elles sont tellement drôles. Rien que sa tête, elle me tue de rire. Qui essaye d'avoir une étoile, parce que c'est important les bons points pour être bien vu et pour avancer dans leur plan et pour apporter la paix dans le monde derrière. Donc Sayo, elle fait tout son possible alors qu'elle est pas très douée, mais en même temps elle essaie de bien faire pour tout le monde vu qu'elle entend les pensées et les envies de tout le monde. Et finalement, c'est par un petit truc surprise et pas forcément marquant qu'elle finit par avoir son étoile et par attirer la haine, la représailles de certains, la jalousie, l'envie, un peu de tout. Mais pas l'amitié et l'admiration qu'elle espère en tout cas. Par contre, ça lui a apporté un cadeau, qui va être un chien, vraisemblablement. Et celui qu'on nous met en avant semble avoir un pouvoir de prémonition, de ce que j'ai compris. Pourquoi pas, hein, je vois pas à quoi ça pourra apporter. À part s'il a fait cette prémonition, il a dépensé. Et dans ce cas-là, Anya pourra aller voir. Et ça apporterait quelque chose en plus peut-être. Mais sinon, je vois pas trop où ça va avec ça. Autant avec le frère avec les étoiles, je vois, mais autant avec le chien, je suis curieux. Allez. Dr. Stone, tome 14. Depuis 2 tomes à peu près, on a quitté le truc principal pour aller sur un arc insulaire, où le but est de gérer une île qui maîtrise le pouvoir de pétrification. Et je m'attendais à quelque chose de nouveau sur la forme, une véritable épopée scientifique merveilleuse à voir. Et c'est pas ça, j'ai toujours le côté RPG, donc si un problème arrive, il nous faut la solution. On va aider ce personnage pour avoir tel objet, on a cet objet, on peut lancer notre solution, on a la solution, plus de problème. Mais gros problème derrière. Et bref, vous avez très bien compris le style RPG. Ça, mais juste avec moins de monde du village, et avec une île, et quelques méchants différents en plus. C'est pas vraiment ce que j'attendais. Mais je retiens quand même quelques passages, genre la plongée par exemple, qui est assez angoissante, parce qu'il y a le temps limite, et que la plongée, ça pardonne pas vraiment, hein. Mais, et en plus, on a le droit à quelques preuves d'intelligence et quelques surprises, parce que même les personnages sont surpris par ce qu'ils font, vu que la feuille de route ne tenait pas la route, justement. Route. Ensuite, la partie montage, je n'en ai pas grand chose à faire. Ensuite, il y a Ginro qui est mis en avant, car il semble être apprécié au sein du sérail, et donc a l'honneur, le privilège de rencontrer le grand chef. Sauf que finalement, c'est plus Ibarra qui mène la danse, forcément, parce que c'est le second. Et comme tous les seconds, il va être calife à la place du calife. Mais Ginro finit par découvrir les 2 secrets du chef. Dont un qui est un grand hasard, dis donc. Comme s'il y avait un personnage qui venait de l'île à la base. Oui, mais ça fatigue, il y a beaucoup de facilité. Parce qu'en même temps, il y a des trucs très sérieux, et ça pourrait être une méga épopée scientifique énorme, et en même temps, il y a beaucoup d'humour et de facilité, parce que c'est pas le but de l'œuvre finalement. Et donc ce côté cul entre 2 chaises me gêne, moi. Ça fait mal d'être assis entre 2 chaises. T'es écarté comme ça. Et donc oui, découvrir un secret ne fait pas bon au sérail, et donc Ginro peut montrer à quel point il peut être un guerrier, en temps voulu. Et malheureusement, comme on est dans un manga où il existe un remède miracle, c'est moins impactant.
Mais ça reprend tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté humoristique et non épopée scientifique comme j'aimerais. Et enfin, on a une discussion intéressante avec Mozu, car on découvre que l'île a en fait des reliefs et n'est pas constituée que de Ibara, le mec pas très gentil, le mec qui nous met dans l'embarras, mais qu'il y a également Mozu, qui a ses propres plans, et il est un peu dans une impasse mexicaine entre lui, Kirizame et Ibara. Et en même temps, il va essayer de se créer une sorte d'impasse mexicaine une nouvelle fois, mais avec le village de la science, parce qu'il se fait un peu baratiner par Gen, évidemment. C'est comme ça. Et derrière, on a une petite blague sur l'utilisation d'un pistolet. Et bah, ça va peut-être changer la donne. Maintenant que notre village est armé d'un pistolet et d'un drone, et qu'il a rassemblé toutes les pièces du puzzle de l'île, il est prêt à l'affrontement final dans le prochain tome. Et bah, j'espère que ça sera pas trop mal et que ça sera un peu mieux que ça, parce qu'encore une fois, là, je suis mitigé. Et en plus, du coup, si je suis mitigé, c'est-à-dire que je suis jugé. Black Clover, tome 26. Ah, j'étais pressé de quitter l'arc des elfes car il était redondant, qu'il n'avait pas des masses à développer et que c'était pas passionnant, je voulais autre chose. Et ben, j'aurais bien pris 10 tomes en plus de l'arc des elfes, je pense. Parce que rien que cette idée de base est débile, je trouve. À quel moment tu fais une ellipse de 6 mois 6 mois, à quel moment tu peux dire ça, ils vont changer? Ça sert à rien 6 mois. D'autant plus qu'il n'y avait aucune difficulté pour le personnage avant Ellipse et qu'il n'y a que des difficultés après Ellipse. À quel moment? C'est bien construit ça. C'est complètement débile. Le seul truc qui fonctionne, c'est pour montrer que la triade sombre est beaucoup plus puissante que les elfes. Mais c'est tout. Parce que sinon, ils sont pas plus intéressants. Hein, les elfes étaient là parce qu'ils détestent les humains, parce qu'à un moment ils leur fait un mauvais coup, alors que ben, finalement c'était pas les humains. Et eux ils sont là parce que ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent un monde avec que des démons. Parce que ça tuera les faibles. Et que c'est marrant, je suppose. Mais de toute façon, c'est pas des génies ces personnages qu'on va le voir plus tard. Parce qu'on commence du coup par la présentation de Vanica, qui n'a rien pour elle, si ce n'est ses adversaires. Donc Noël et Lolo Peshka, qui elles deux sont développées, qui ont une vraie amitié, qui ont des pouvoirs et des volontés intéressantes, et qui ont un lien avec Vanica. Donc j'espère que ce sera plus intéressant par la suite, parce que c'est que le premier round, mais celui-là n'est pas très parlant, parce que bah, franchement, Vanica n'a aucun intérêt pour l'instant. Et donc il y avoir juste des alliés qui fonctionnent, parce qu'ils ont des liens entre eux et avec l'ennemi, et un ennemi qui a plus à peine un lien et c'est tout, je suis mitigé. D'autant plus qu'il a le pouvoir de ressusciter tous ses alliés, et qu'il s'en sert pour les faire exploser. Eh non, c'est complètement con. C'est débile. Ensuite, on retrouve le groupe de Dante, le groupe qui fait face à Dante. Et on a Yami qui lui tient tête et qui est impressionnant, et sauf que ça renforce les pouvoirs de Dante. Et donc il a besoin de Asta, et donc les deux sont impressionnants, font une belle synergie, ils sont tous les deux pleins de détermination. Asta utilise même le pouvoir de son démon, car il commence à en apprendre plus sur les démons, évidemment, puisque les adversaires utilisent des démons. Tant que je répète démons, car en fait, vous avez je vais dire démons. Sauf que les deux combats se concluent par des gros échecs et par la prise de personnages importants. Et donc, Asta sur ma question en mode je suis faible. Évidemment. Et donc c'est là qu'il faudrait une ellipse de 6 mois. Ça marche comme ça. Mais non, là on aura 2 jours d'entraînement. Parce qu'il sera aidé d'un nouveau mec qui sort encore de nulle part et qui fait partie des taureaux noirs. C'est quand même le 4ème dont on n'avait jamais entendu parler et qui apparaît d'un coup au moment où on en a besoin. D'autant plus que là c'est le second de la compagnie. Mais comme il semble avoir des pouvoirs démoniaques, il va pouvoir aider Asta et ça tombe bien. C'est beaucoup de facilité, peu de vite dans les combats et peu d'intérêt derrière en plus. Je suis vraiment pas fan de ce qu'il y a en ce moment et j'espère un réveil de triade sombre, sinon c'est moi qui vais sombrer. Yawara, tome 3, dernier tome de cette vidéo. C'est le seul manga de sport que je lis. Et en même temps c'est du Naoki Urasawa, donc il sait ce qu'il fait, donc c'est pour ça que je le lis, sinon je pense pas que je lirais. Mais aussi parce qu'il y a le côté comédie, mais aussi parce qu'il y a le côté romantique, et donc ça fait un tout bien complet. Comme Naoki Urasawa sait bien le faire, et comme j'apprécie depuis que j'ai lu Azadora. Le gros du tome se base sur le premier tournoi de Yawara,
Sauf que celui-ci a peu d'intérêt autant pour elle que pour nous, vu qu'en même temps se déroule le tournoi interlycée des 5 élèves qu'elle entraîne. Et c'est dingue de tirer les deux autant en longueur, parce qu'en fait les deux, c'est alterne. On fait genre un match à côté et un match de l'autre à peu près. Et c'est assez intéressant. D'autant plus que l'équipe a beau être entraînée par Yawara, a perdu un membre pour cause de pas de chance, et donc a été remplacé par quelqu'un qui est blessé. Et donc l'attention est très importante pour celui-ci. Heureusement, Yawara peut quand même leur donner quelques conseils pendant ses pauses, et peut compter sur le journaliste pour l'aider et les soutenir. Donc il n'y a aucune surprise pour le tournoi de Yawara, parce qu'elle a vraiment un niveau astronomique, et donc c'est inintéressant, quand même il y a une rivalité qui existe, et quand même celle-ci pourrait changer au vu de l'apparition d'un nouveau membre de la famille de Yawara. Je parle trop près de lui, ça me fait mal aux dents. Quoi ce bordel là? Je suis fatigué à quel point pour avoir mal aux dents en parlant près d'un livre. Alors que de l'autre côté, c'est très intéressant, parce que finalement on connaît pas grand chose du potentiel des lycéens qui entraînent, qui sont à leur niveau, et qu'il y en a un qui est blessé au final, hein, le dernier je rappelle. Voilà, c'est le gros du tome et c'est très passionnant d'avoir tout en parallèle, parce que Urasawa sait mettre ses pions, les développer et les utiliser à bon escient au bon moment, et plus ou moins ensemble, ou en parallèle, histoire que ça se réponde. Évidemment, cette victoire haut la main du tournoi fait la une dans le monde entier et semble faire passer Yawara dans le niveau mondial. Et là, ça va commencer à frapper un peu plus fort. D'ailleurs, on a une de celles qui sont intéressées par Yawara qui vient faire le trajet pour l'affronter directement. Et l'affrontement n'est pas évident à lancer, parce que Yawara ne veut pas se battre. Et que même, malgré le chemin tracé que lui offre sa victoire, elle refuse et elle préfère faire des efforts, comme elle l'a appris avec ses élèves. Ça c'est beau, j'aime Yawara. Mais finalement, grâce à une habile manipulation de ce grand-père qui me tue de rire, ce qui est vraiment insupportable avec ses mimiques et le fait qu'il soit aussi sûr de lui, on a enfin le droit à l'affrontement entre Yawara et une championne du monde. Et on sent que le niveau va changer. Yawara est quand même toujours un monstre, ça y a pas photo. Et qu'on comprend que là, le sport pourrait lui parler en lui-même plus profondément. Je suis passionné par le côté sportif et le côté judo, j'en ai rien à foutre normalement. Je suis passionné par la comédie romantique et je suis passionné par la façon dont tout arrive à être lié ensemble et Urasawa est beaucoup trop fort. Merci beaucoup pour le visionnage de cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et ne pas manquer d'autres vidéos. Lâcher un pouce bleu pour soutenir cette vidéo en particulier. Me partager votre avis sur cet tome-là si vous avez lu, sur vos lectures à vous de février, histoire que j'apprenne la connaissance de plus de tomes différents. Je pense que je vais aller me coucher très rapidement après ça, pas sûr d'attaquer le montage là. La prochaine fois, ce sera une comoritique, soit sur Dreamland, soit sur Poison Iriku, soit sur I Am a Hero. Et ça sortira quand ça sortira, parce que j'ai ni lu, ni écrit, ni tourné, ni monté, Nicaragua. Mais voilà, prenez votre mal en patience, et d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Komoré bientôt!